Bonne nouvelle, chers peuples d'Afrique. Tous Syriens, aujourd'hui nous vous retrouvons. Bravo au vrai peuple du Niger. Et enfin, les Américains décident de retirer leurs 1000 hommes stationnés illégalement au Niger. Nous saluons les vrais peuples du Niger pour ce combat mené depuis le renversement du valet Mohamed Bazoum, qui avait fait du Niger une cour arrière de tous les déstabilisateurs du monde. Le peuple du Niger, à bradant la fameuse première puissance mondiale, a bien sûr fait espérer encore cette liberté, cet épanouissement surtout de l'Afrique. Nous vous disons merci. Les conséquences de cette expulsion des Américains du Niger, parce que nous attendons des médias mainstream dire que les US ont décidé de quitter. Ah non. C'est une expulsion. C'est le Niger qui a demandé, c'est le Niger qui a dénoncé l'accord, c'est le Niger qui est sorti de l'accord, c'est le Niger qui a décidé de rompre. Donc, les conséquences possibles d'abord, c'est que le Niger pourrait dorénavant se tourner davantage vers des partenaires beaucoup plus fiables, des partenaires avec qui on peut traiter d'égal à égal. Pas un partenaire qui vient chez vous et ensuite vous demande de mettre la forme. C'est ce qui s'est passé. Puisque quand nous parlons de présence illégale, le premier soldat américain a posé son bagage au Niger dès 2011, sinon bien avant même 2011. Or, le fameux accord de coopération qui lie, qui essaie de donner une sorte de légalité à cette présence, c'est juste un accord de coopération, ce n'est même pas un accord de défense. Et ça intervient en 2012. Donc, ils sont arrivés sans accord, sans être appelés. Ils ont débarqué avec armes et bagages dans le pays d'autrui. Et une année après, voire 2 ans après, ils ont décidé de mettre la forme et en faisant signer un accord de coopération, lequel accord n'a jamais été soumis à un débat parlementaire sérieux, en plus forte raison à un référendum. Et ce sont les mêmes gens-là qui enseignent des cours de démocratie et de droits de l'homme, de souveraineté aux autres peuples du monde. C'est là l'incohérence totale. C'est ce qui est paradoxal. C'est ce qu'on ne comprend pas avec ces gens-là, ces Occidentaux. Dorénavant, le Niger a des partenaires beaucoup plus fiables. En témoigne la réception il n'y a pas longtemps de matériel de guerre, de matériel très important et des formateurs, des instructeurs qui sont directement arrivés de la Russie. Pendant plus de 10 ans que ces autres-là étaient là, nous allons revenir là-dessus. Nous voulons savoir quel en est le bilan concrètement. Les terroristes, ce départ aura pour conséquence, les terroristes seront en difficulté. Oui, parce que tous les pays occidentaux qui étaient leur support, qui les renseignaient, auront dorénavant du mal à trouver des renseignements pour ces terroristes. Même si ces pays occidentaux sont en train de se positionner tout autour, c'est-à-dire au niveau du Tchad, à la frontière du Niger, et au niveau de la Mauritanie, à la frontière avec le Mali. C'est un redéploiement. Mais là, ça va changer beaucoup de choses. Les pays de l'Est doivent convoquer les ambassadeurs de la Mauritanie et même du Tchad. Parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est des pays frontaliers de l'Est et que ces pays continuent d'abriter des bases qui doivent servir à déstabiliser les pays de l'Est. C'est inadmissible, c'est intolérable. Ça n'a pas d'explication. C'est une ingérence, c'est une agression qui ne dit pas son nom. La Mauritanie, nous pouvons comprendre qu'elle ait signé ces pactes de non-agression avec tous ces terreaux-là. D'accord. Mais servir de base arrière à ces terreaux pour déstabiliser les pays membres de l'AES, comme ce fut le cas avec Bazoum, c'est inadmissible. Pourquoi l'OTAN s'y redéploie? Seul le président de la Mauritanie et ses hommes ont cette réponse. Mais ce n'est pas une bonne chose en tant que voisin. Il faudrait privilégier les relations de bon voisinage. C'est à quoi se livre la Mauritanie en acceptant les bases de l'OTAN et toute autre base sur son territoire
pour déstabiliser les pays membres de l'AES, c'est inadmissible. Je rappelle tout simplement à la Mauritanie qu'à l'issue du bras de fer Israël-Iran l'autre jour, beaucoup de pays qui abritent des bases de l'OTAN ont dit non, leur territoire ne doit pas être utilisé pour s'attaquer à l'Iran ou à un autre pays. Parce que quand vous acceptez un pays chez vous, c'est dans un cadre bilatéral. Mais ça ne doit pas servir à déstabiliser les voisins. Pourquoi on le fait? Et si le Mali se met à acquérir des bases militaires ici, pour déstabiliser ces mêmes pays. Et d'ailleurs, si ces pays n'arrêtent pas, désolé de le dire, mais nous pensons souvent qu'il faut passer par la méthode forte. Les pays de l'Est doivent passer à l'offensive. Passer à l'offensive et tout faire. Parce que le problème qui se pose, il s'agit d'avoir un pays qui a du littoral, c'est-à-dire un pays côtier, un pays qui a un port au sein de l'AES. Ça, il faudrait l'avoir. Au lieu d'être toujours des victimes, soyons aussi des coupables. Passons à l'offensive. Entre les États, il n'y a que des questions des rapports de force. Si il faut s'y préparer militairement, je ne sais pas. S'il faut créer des proxys, comme il y a des proxys à partir de certains des deux pays voisins qui continuent de vouloir déstabiliser les pays de l'Est, il faudrait aussi créer de tels proxys pour en faire de même. Et en ce moment, on pourra discuter d'égal à égal. Sinon, discuter avec les terroristes, c'est une perte de temps, ça ne sert à rien. Parce qu'un terroriste n'est qu'un chien méchant qu'on a dressé. Mieux vaut discuter avec le maître du chien, son propriétaire. Mais le chien, il n'a pas les derniers mots. C'est juste une perte de temps. Il faudrait aussi porter plainte auprès des institutions internationales contre ces plans de déstabilisation des pays de l'Est, il faudrait procéder. Mais là, il ne faut s'attendre à aucun résultat. C'est juste pour la forme. Les meilleurs résultats, c'est qui veut la paix prépare la guerre, c'est ce qu'ils disent. Donc, préparons-nous à la guerre. Si les autres accueillent des terroristes chez eux qui puissent nous déstabiliser, nous aussi, nous devons former, fabriquer nos propres terroristes pour les déstabiliser. Jusqu'à ce que chacun accepte d'attacher son chien méchant chez lui. Beaucoup diraient que la décision des autorités du Niger de faire partir les troupes américaines et autres, c'est du populisme, nous le comprenons. Mais que disent ces mêmes gens face à l'absence de tout résultat? Nous rappelons que ça fait plus de 12 ans que ces forces au Niger, avec tous les moyens qui vont avec, sans parvenir à arrêter des simples terroristes qui circulent à bord de motos. Alors, qui renforce ces terroristes? À défaut de les combattre, qui est en train de les renforcer? C'est ce qui est bizarre. Avant que ces gens-là ne viennent ici, avant 2011, nous on ne connaissait pas de tels problèmes de terror ici. Mais c'est depuis qu'ils ont mis pied ici, cette histoire de terror s'est propagée, on dirait leur fameuse pandémie artificielle complotiste, à travers toute la zone du Sahel. Ils ont fait propager cette histoire de terror. Des gens qu'on ne voyait même pas ici. Nous ne comprenons pas qui les finance, qui les arme, qui les forme. Parce que depuis que ces gens-là, les colons ont imposé, ont implanté de force leur base militaire ici, on dirait que les terroristes ont le même niveau de formation que le maître colon lui-même. Dans ce cas, qui les a formés? Qui les protège? Qui les renseigne? Avec tous ces drones, avec tous ces matériels dont ces gens-là disposaient ici. Même leur simple véhicule, on voyait une antenne dessus. Avec tous les moyens sophistiqués dont ils avaient. Ils n'ont pas pu repérer les terroristes. Si, à leur arrivée, si les terroristes étaient 500, à leur départ, ils nous ont laissé plus de 10 000 terroristes que nous sommes en train de neutraliser. 1000 militaires. Comment expliquer à un jeune Africain lambda à qui on a déraciné de ses vraies valeurs, un jeune Africain qui longtemps observe les films hollywoodiens, qui longtemps voit commando seul détruire presque tout un pays, juste pour sauver sa fille. Comment expliquer à ces jeunes Africains qui avaient payé 25 francs, 50 francs pour aller au cinéma et voir que Rambo était suffisamment fort pour détruire presque à lui seul, venger la mort de sa femme et presque tous les militaires vietnamiens. Comment faire comprendre
à ces jeunes Africains que non pas un Rambo, un commando, mais 1000 Rambo, 1000 commandos, plus de 1000 militaires du même pays échouent face à des terreurs qui sont à bord de motos, non pas face à des Vietnamiens qui avaient des véhicules tout terrain de combat, mais des terreurs ici qui circulent à bord de motos. Comment expliquer cela à un jeune Africain lambda? Et pas dans des forêts aussi denses d'Asie, du Vietnam, du Laos, du Cambodge, mais les déserts du Sahara, la savane du Sahel. Comment expliquer cela à l'enfant africain? Je cherche le mot, il ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a un point d'interrogation à ce niveau. Je continue avec le raisonnement. À tel point qu'en présence de 1000 Rambo ici, les valets Bazoum vantaient les terroristes et justifiaient un accord juté avec les terroristes. Ils payaient les terroristes. Or, payer les terroristes contribuent à faire quoi? Mais à les renforcer. Parce qu'ils ont de quoi rémunérer leurs combattants chaque mois. Ils ont de quoi s'acheter plus d'engins. Ils ont de quoi s'acheter plus d'armes. On achète tous ces engins à qui? On achète toutes ces armes à qui? Les carburants à qui? Voici entre autres la géopolitique de cette question du terrorisme. La présence des fameux sauveurs, des héros qui, en 1000 personnes, étaient venus pour broyer les pseudo-terroristes en moins de 1000 minutes, est une présence illégale et légitime. Les populations du Niger n'en voulaient pas. Le peuple du Niger n'en voulait pas. Nous autres peuples d'Afrique, nous n'en voulons pas. Donc, comment est-ce qu'ils pouvaient continuer à rester et vouloir exister ici, quand bien même sachant que les gens ne veulent pas d'une occupation? L'Africain est foncièrement souverainiste. Ça, c'est ce qui manque peut-être aux Occidentaux. Les valets qu'ils ont placés à la tête des États africains leur font croire le contraire. Non, on vous aime ici, soyez tranquille. C'est pas vrai. L'Africain de nature n'aime pas l'occupation. Il n'aime pas être esclavagisé. L'Africain de nature est un souverainiste. L'Africain de nature est un homme qui se bat pour la liberté. Si vous voyez que beaucoup d'Africains vivent résiliés dans ces systèmes oppresseurs, c'est parce que beaucoup n'ont pas encore compris cette machine de destruction. Mais pendant que certains sont en train de comprendre, regardez les réveils rapides des Africains. Le fameux printemps arabe a été mis en scène. Mais le réveil, aujourd'hui, vrai du peuple africain, c'est une réalité. Ça vient de l'ADN de l'Africain. Il y a plusieurs ambiguïtés dans cette histoire. C'est ça que des ambiguïtés comme aucune, parce qu'on ne peut pas avoir une base de drones, une base construite à d'une valeur de plus de 100 millions de dollars. Mais cette base de drones, étant au Niger, n'a pas profité aux Nigériens. C'est-à-dire, les Nigériens n'ont aucun drone made America. Ils n'en ont pas. Mais c'est quel cadre de coopération ça? Ils n'ont aucun avion de combat donné par leur fameux partenaire de Bazoum. Ils n'ont aucun char de ces genres. Tout ce qu'ils ont, c'est des vieux matériels soviétiques. Mais quelle est cette coopération? J'ai des terroristes en face de moi. Tu me dis de ne pas me battre, de signer des accords avec eux. Et toi, tu arrives, tu ne les combats pas aussi. Et les terroristes se développent. Et on appelle ça partenariat. Il n'y a que des gens comme des Bazoum pour croire à ça. Des gens comme les Ouattara, des gens comme qui là, les larbins qu'ils ont fabriqués là, de la Guinée-Bissau là. Et les Occidentaux doivent aussi comprendre que leur culture des sanctions, je ne sais pas d'où ils sortent cette culture-là. Parce que chez nous en Afrique, la culture africaine, quand ton voisin a des problèmes, tu viens l'aider, tu viens l'appuyer, mais tu ne viens pas tout de suite boucler la porte, essayer de l'affamer, de l'assoiffer avec tous ses enfants. Cette culture n'est pas africaine. Mais les petits occidentaux placés à la tête des États africains
quand je dis petit, parce qu'il s'agit de leur état d'esprit. À la tête des États africains, je ne sais pas comment ils voient, d'où ils sortent cette théorie. Entre Africains, on ne fait pas ça. On ne sanctionne pas son voisin. Au contraire, quand son voisin a des problèmes, il a des décès chez lui, tu vas l'aider à pleurer. Il a la fête chez lui, c'est toi qui vas mieux danser d'ailleurs. Mais les problèmes de ton voisin, c'est d'abord ton problème. Les affaires de ton voisin sont tes affaires. C'est ça la culture africaine, pas ce qu'on est en train d'inculquer aux Africains. Maintenant, les chacun pour soi, Dieu pour tous. L'Afrique a bâti une civilisation autour de comment savoir vivre ensemble, comment savoir vivre en société, non pas dans ce qu'on est en train de développer, non pas dans ces minables appartements qu'on retrouve dans le monde occidental, où tout le monde est coupé de tout le monde, et que les gens sont obligés de se payer encore des vacances pour voir d'autres humains, ou pour aller voir des animaux en brousse. Ça, ce n'est pas la culture africaine. Mais l'urbain que les Occidentaux ont placé à la tête des États africains, qui réfléchissent comme leurs maîtres colons, malheureusement ont cette attitude. Donc les sanctions de la CEDEAO ont précipité les choses. Parce que face à cela, et les Américains étaient présents, on ne peut pas comprendre que les États-Unis, première puissance du monde, qui disent quoi qu'ils veulent à beaucoup d'États, surtout à une organisation comme la CEDEAO. Mais ça montre qu'ils étaient d'accord, ils ont accepté. Et là, ça a créé un précédent. Autre chose, dans les causes, le fait de vouloir prolonger cette agression, parce que ce qui s'est passé contre le Niger, ce ne sont pas des sanctions, c'est de la guerre économique, c'est de l'agression. C'est vouloir déstabiliser le Niger et même déclarer la guerre au Niger. Ils étaient là. Ils ont fait prolonger la souffrance du peuple du Niger. Et c'était intolérable, c'était inadmissible. Donc c'était prévisible que tous ceux qui ont participé à ce coup doivent être vomis par le peuple du Niger. Dès que Bazoum a été renversé, ils avaient tout seulement à dire qu'on prend note. Vous êtes tous, c'est l'État qui est membre de la CEDEAO et non un individu. Il fallait prendre note et puis on continue. Mais ces comportements-là, ça ne passe pas. Et au même moment, au niveau de l'Union africaine, les mêmes sont en train d'acquérir à bras ouverts les putschistes du Gabon, là, comment ils s'appellent, Olingi Guéma, Idriss et Mamat Déby du Tchad, qu'ils sont en train de légitimer. D'ailleurs, eux-mêmes, ils envoient en mission. Ils veulent combattre un pays pour avoir fait un coup d'État, mais ils envoient le président d'un autre pays qui aussi a fait un coup d'État sensibilisé. Et d'ailleurs, le président de l'Union africaine, là, l'ancien, là, le Comorien, mais lui-même, comment il est arrivé au pouvoir? Mais c'est la suite d'un coup d'État. On ment à qui à l'Afrique, là? Qui est en train de mentir à qui? Qui trompe qui? Et pour terminer, les USA ont suspendu unilatéralement leur coopération militaire. Et cette coopération illégale avec le Niger. Ils n'avaient pas raison. Le problème, c'est entre Nigériens. Tchani dépose Bazoum. C'est quoi le problème des Américains? Ont-ils cet accord de coopération avec l'État du Niger ou avec l'individu Bazoum? Parce qu'en suspendant tout cela, ça montre qu'ils étaient là uniquement pour Bazoum. Donc, les Américains devaient savoir que logiquement, si les choses se stabilisent ou s'améliorent, les Nigériens, en tournant la page Bazoum, mettront dehors tous ceux qui ont été des complices de Bazoum dans tous les crimes du régime Bazoum, y compris des crimes économiques graves. Un pays qui produit suffisamment d'uranium comme le Niger, qui figure parmi les pays les plus pauvres du monde, et qui produit aussi le pétrole. Mais c'est aberrant, c'est en Afrique qu'on voit ça. Le Qatar produit quoi si ce n'est le gaz et le pétrole? Le Niger produit le pétrole, l'uranium. On me dira que ce n'est pas la même quantité, mais attention, l'uranium que le Niger produit, ce n'est pas une petite quantité. Mais pourquoi les Nigériens sont toujours dans cet état? Il n'y a que nous, Africains subsahariens, que quand on nous exploite, nous ne gagnons rien, nous nous appauvrissons. Mieux vaut même qu'ils ne touchent pas à nos richesses. Parce qu'une fois qu'ils en touchent, ça devient un problème. Le Niger dans l'AES ne pouvait pas rester le seul pays membre de l'AES à garder des bases américaines chez lui. Ce n'est pas possible. En termes de confiance, ce n'est pas bon. Donc il fallait uniformiser, il fallait harmoniser notre position stratégique et géostratégique. Résultat, bien sûr, l'oncle Sam devait partir. Le dernier point qu'il faudrait voir, le Niger, ses départs, doit encore, il y a déjà des opérations conjointes des forces maliennes du Burkina et du Niger
Mais là, ça va encore accélérer. Et dorénavant, tous ces pays ont des conseillers militaires, soit russes, turcs et autres, et des conseillers fiables, qui peuvent les accompagner jusqu'à sur le terrain. Pas des conseillers qui restent dans des chambres d'hôtel et qui téléphonent. C'est quoi le bilan? Donnez-moi le bilan. Ou des conseillers qui restent dormir au bord d'une piscine d'un hôtel de Bamako. Ici, cette fois-ci, il s'agit des conseillers qui peuvent assister des militaires en plein combat. Nous vous remercions, chers peuples d'Afrique. Joignez votre voix à la mienne pour dire merci au peuple du Niger, merci aux autorités du Niger et à très bientôt.